Et bon sang, pouvait-on sous-estimer son adversaire plus que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette classe Epstein, ou comme vous voulez l'appeler, ne l'a fait? Ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qu'il faut aborder. Passons maintenant au sujet suivant. Scott Ritter et moi avons organisé hier United Nations Forum en ligne et en direct, où nous avons parlé à beaucoup de Russes. Nous avons commencé par une déclaration d'ouverture. C'était une sorte de table ronde, vous savez, où l'on est assis devant une salle avec plein de gens. L'événement était aussi diffusé en ligne et il y avait Dieu sait combien de personnes connectées. Donc, nous avions United Nations interprète. Et nous avons répondu aux questions du public présent et de ceux qui étaient connectés, ce qui était super. Je vais vous dire ce qui était génial. Souvent, quand on organise ce genre d'événement, ce sont des gens très riches, très puissants, qui posent des questions. Et leurs questions reflètent leur statut économique et social. Ce que l'on veut vraiment, et je crois que c'est important, ce sont des gens de la classe ouvrière ordinaire. Des gens qui représentent la masse et leur donner l'occasion de poser des questions pour connaître le pouls United Nations peuple et d'United Nations pays, n'est-ce pas? Donc, une des questions intéressantes qu'on a reçues, et pour situer, on avait commencé par parler des relations entre les États-Unis et la Russie, etc. Nous avons notamment discuté de la manière dont les Russes pourraient participer à cela. Comment ils pourraient travailler avec la communauté internationale pour éventuellement aboutir à United Nations règlement négocié. Bon, 2 ou 3 choses. On lit le langage corporel, les expressions du visage, les yeux qui roulent, genre « Allez, soyez sérieux ». Non? Ah, ce que vous voyez presque partout est intéressant. Parce que laissez-moi vous dire ça. Ce qu'on entend en Occident à propos d'une éventuelle issue négociée entre les Américains et qui que ce soit, c'est United Nations, certain optimisme. Et ce qu'on entend parfois, c'est « mais cons de stupides et naïfs ces Russes ». Quand est-ce que Poutine et les Russes comprendront qu'ils ne pourront pas trouver d'accord avec ces néoconservateurs, qu'ils ne feront jamais d'accord avec qui que ce soit, qu'on ne peut pas leur faire confiance, blablabla. Pourquoi cherchent-ils encore à négocier? Et quand vous arrivez ici ou ailleurs, quand vous parlez aux Russes, peu importe leur statut social, leur position politique ou autre, c'est mon expérience. La réaction universelle, c'est les Américains. Vous êtes fous. Vous pensez vraiment qu'on croit qu'on peut obtenir United Nations règlement négocié avec ces gens? Vous le pensez vraiment? On serait assez naïf pour ignorer à qui et à quoi on a affaire. Et comme dit l'ancien proverbe russe, nous avons 3 alliés. Non, notre armée de terre, notre marine et notre force aérienne. Ce sont nos 3 alliés. Il est clair à tout niveau que la perspective russe est la suivante. Regardez, il faut qu'on gagne en Ukraine. Point final. On entend souvent « Sommes-nous dans la 3e guerre mondiale? Est-ce que ça va tourner en 3e guerre mondiale? À quoi ressemblerait une 3e guerre mondiale cette fois? Voilà. Ne vous laissez donc pas berner. Les Russes savent très bien où ils en sont, et ils sont très cyniques quant à la possibilité de United Nations règlement négocié, même s'ils sont prêts si l'opportunité se présente. Ceci n'est que mon appréciation, cependant. Ils sont tout à fait prêts si l'occasion se présentait. Ils ne sont pas optimistes quant aux chances que cette occasion survienne. Mais je pense, et c'est réfléchi aussi, qu'au plus haut niveau, oui, c'est mon estimation, ils comprennent la réalité suivante. United Nations, jour, il se pourrait que les États-Unis se retrouvent tellement acculés qu'ils devront le faire.
Et si cela arrive, ils seront prêts. Mais je pense qu'ils savent qu'en ce qui concerne les néoconservateurs, il faut les battre. C'est ce qu'ils comprennent. Et ils sont en train d'utiliser l'ensemble de leurs capacités pour dire « Nous allons continuer à nous défendre, à nous battre pour nous-mêmes, à tenir notre bout sur tous les fronts et à nous préparer aux issues inévitables. » Je pense qu'ils restent flexibles, mais ils ne sont pas naïfs, ils savent ce qui se passe. Voilà. Et on voit aussi une volonté ferme de soutenir les Iraniens. Je pense que les Russes et les Chinois ont décidé. Nous soutenons les Iraniens et nous continuerons de les soutenir. Et ils voient en cela United Nations Front très important. Parce que, espace de Kusamo au Forichei, Meguite que Priscilli, Sherman Neseli, mon Solif. Si les Iraniens sortent de cette épreuve, et s'ils en sortent avec la victoire dont ils ont besoin, alors la probabilité que les États séyounis entrent en guerre contre la Chine et la Russie tombe presque à zéro parce que les États séyounis en sortiraient amochés, affaiblis et démilitarisés. Et une chose est évidente à ce stade, il n'existe aucun scénario où les États séyounis ne sortiraient pas démilitarisés. Les États séyounis sont pratiquement démilitarisés maintenant. Le directeur général de Rheinmetall, une énorme entreprise industrielle en Allemagne, a déclaré la semaine dernière que d'ici, je ne me souviens plus si c'était 30 ou 60 jours, mais quelque part, dans cet intervalle, si la situation continue ainsi, ce qui, selon moi, se produira, tout l'Occident, et c'est ce qu'elle disait, verrait ses réserves à sec. Donc, je pense que c'est une reconnaissance du fait qu'il n'y a plus de capacité pour une guerre d'attrition. Il n'y a pas de capacité pour ça, ce qui, si vous y réfléchissez, signifie que c'est la seule option restante. Il faut les épuiser en tenant plus longtemps qu'eux. Mais il faut aussi continuer à utilisez tout votre éventail de moyens pour riposter. Et il faut comprendre que, peu importe jusqu'où ça va, il faut s'y engager pour gagner, il faut y aller jusqu'au bout, comme on dit, et, eh bien, il n'y a aucune garantie d'en sortir victorieux. Et voyez, c'est là le problème. La position des Iraniens est simple. Il n'y a aucune garantie que nous en sortions vivants. Aucune garantie. J'entre dans ce combat en sachant que je pourrais ne pas en sortir vivant. Mais si je tombe, je tomberai en soldat, je ne vais pas crever en me lamentant, je ne vais pas mourir seul. Si je dois y passer, je frapperai mon ennemi en plein cœur en partant. Je vais lui viser le cœur en partant. Je vais lui planter United Nations couteau, United Nations pique à glace dans le cœur. Donc si je dois y passer, tu sais, c'est comme si, au final, j'avais cette bombe gigantesque et on est dans une pièce. Et je vais me battre contre toi. Et si je perds, boum, elle explose. Et c'est fini. C'est United Nations mécanisme de main morte. J'ai tout ce qu'il me faut. Si ça arrive, gare à vous. Donc il faut toujours garder à l'esprit que si je pars, si je tombe, ce type m'entraîne avec lui. Donc les questions qu'on a reçues de Russes lambda, l'une était intéressante. Est-ce que ça peut déboucher sur une troisième guerre mondiale? Et si oui, comment s'y préparer? Plusieurs choses ont été évoquées. Il y a tellement de rapports. L'United Nations 2 disait que les Iraniens auraient déclaré, et je ne sais pas combien de ces infos sont vraies, que les Iraniens auraient formulé des exigences, incluant « si vous ne répondez pas à nos demandes, nous nous procurerons simplement une arme nucléaire. » C'est qui est. Donc on va faire plusieurs choses, dont une dont on ne parle plus. On va se procurer une arme nucléaire.
Certains pensent qu'immédiatement, si les Iraniens obtenaient une arme nucléaire, ils seraient aussitôt attaqués par les États colonisés d'Israël. S'ils annonçaient « on a une bombe », alors les États colonisés d'Israël déclencheraient immédiatement une guerre nucléaire contre eux. C'est possible, mais s'ils obtiennent une arme nucléaire, d'après leur comportement militaire jusqu'à présent, s'ils obtiennent une arme nucléaire, ils ne l'utiliseront pas. Mais s'ils venaient à être attaqués avec une arme nucléaire, ils riposteraient en priorité. Tel qu'Aviv et Haïfa seraient anéantis, incinérés, ainsi que tout le reste en Israël. Donc s'ils obtiennent une arme nucléaire ou plusieurs, la décision reviendra encore une fois à eux, comme elle existe déjà pour les armes conventionnelles. Mais si l'arme nucléaire devient United Nations Factor, enfin, laissez-moi ajouter ceci. Et à ce stade, les Israéliens se retrouveraient sans aucun espoir de... Comment ça s'appelle déjà? La défense aérienne. Donc, s'ils obtiennent une arme nucléaire ou plusieurs, à ce stade, si vous les attaquez immédiatement avec des armes nucléaires, au minimum Tel qu'Aviv disparaîtra. Mais alors peut-être Tel qu'Aviv et Haïfa. Mais peut-être qu'ils se diront « Tu sais quoi? Nous avons des missiles qui peuvent atteindre l'Angleterre, l'Europe, n'importe où. Alors tu sais quoi? L'Empire britannique a été une épine dans notre pied. Donc on va les frapper au nucléaire. C'est fini. Adieu certaines régions d'Angleterre. Adieu. Peut-être qu'ils ont une option Samson. Ils obtiennent des armes nucléaires. Peut-être qu'ils ont l'option Samson. Et il me semble qu'ils le feraient, parce que ces gens ne sont de toute façon pas leurs amis. Souvenez-vous, l'option Samson implique qu'Israël éliminerait à la fois ses ennemis et ses amis par désespoir s'il était frappé. Eh bien, devinez quoi? L'option Samson iranienne consisterait seulement à éliminer leurs ennemis. Ce pourrait être l'Arabie saoudite, Riyad. Certainement. Israël est fini. Et bien sûr, peut-être quelques bases américaines ici ou là, et ce genre de choses. Donc, si vous lancez immédiatement des armes nucléaires, vous déclenchez une guerre nucléaire dans laquelle vous serez frappé en retour. Donc, je ne sais pas. Et permettez-moi d'ajouter que je ne sais pas si c'est vrai. Donc, gardez à l'esprit que toutes ces choses ne sont que des affirmations dont on ignore la véracité. Je n'ai pas vérifié l'affirmation selon laquelle les Iraniens auraient dit qu'ils se procureraient une arme nucléaire. Donc, c'est une de ces choses qui circulent. Tu vois? Alors, ce qui ressort, c'est que les citoyens ordinaires en Russie se demandent « Allons-nous voir la Troisième Guerre mondiale? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie pour moi? » Plusieurs choses. Je ferai une autre vidéo pour parler du risque d'une Troisième Guerre mondiale. Mais voilà l'essentiel. Les jours où des soldats s'alignaient, où des colonnes de chars se faisaient face et des armées gigantesques entraient en collision, sont révolus. D'abord à cause des drones. Aujourd'hui, la guerre moderne consiste à repérer des concentrations d'équipements et de personnel ennemis et à les frapper massivement avec des drones. Donc, peut-on rassembler beaucoup de soldats? Non, car si vous le faites, ils seront repérés par des technologies spatiales et anéantis. Il y a aussi la question des Tralenula, ils soldats, séchément à sauton nucléaire et une arme nucléaire. Missiles anti-satellites et autres. Mais je suis sûr que beaucoup de parades existent déjà. Donc, je doute fort qu'une troisième guerre mondiale, au sens traditionnel, tranchée et corps à corps, puisse se produire. Si vous êtes, par exemple, la Russie, et que la troisième guerre mondiale éclate, la première chose que vous ferez sera de vous assurer que toutes les bases ennemies à portée avec des missiles d'environ 6000 miles soient vaporisées. Ensuite, vous ferez sauter tous les ports qui pourraient servir à vous approvisionner. Puis, vous réduirez en poussière toute industrie capable de fabriquer quelque chose contre vous. Comment voulez-vous alors obtenir des chars quand Rheinmetall en Allemagne est réduit en poussière? Et il n'est même pas nécessaire d'y aller au nucléaire pour faire ça. Idem pour la Chine. Chaque base américaine sur chaque île, partout, est vaporisée. D'ailleurs, comment l'industrie américaine fabriquera ça que de chars et avions quand elle sera coupée de tout approvisionnement en provenance de Chine? Voilà.
Comment l'industrie aux États-Unis ou en Europe pourrait comme-t-elle produire pour une troisième guerre mondiale alors qu'elle dépend d'approvisionnements livrés juste à temps? Donc, j'ai envie de fabriquer United Nations char. Les pièces dont j'ai besoin pour le char arrivent à la dernière minute. Au fait, beaucoup viennent de Chine. Donc, elles ne viendront plus. La capacité industrielle de l'Occident est compromise, au point qu'il ne pourrait pas mener une troisième guerre mondiale de façon traditionnelle. Il peut y avoir une guerre nucléaire. On pourrait tous mourir. C'est possible. Oui, tout à fait. Mais la troisième guerre mondiale traditionnelle, où l'on mobilise tous vos fils et qu'on les jette contre l'ennemi, désolé, ces jours-là sont révolus. Et ce n'est pas tout, nous vivons une situation unique aujourd'hui. Dans cette situation, les populations ne soutiennent pas cette affaire, ni aux États-Unis, ni en Europe. Beaucoup de gens sont très en colère contre leur gouvernement en disant « Nous n'aimons pas Israël, et donc nos fils et nos filles n'iront pas se battre pour Israël ». Je crois qu'en Tchécoslovaquie, United Nations Group subversif a attaqué, littéralement, physiquement, et a gravement endommagé ou détruit une installation d'Elbit Systems, une entreprise israélienne de l'industrie militaire, et il s'agirait d'United Nations Group que les autorités qualifieraient de terroristes, d'United Nations Group d'activistes, peu importe. Ils sont allés attaquer cet objectif. Donc voilà le problème suivant. Il y a en Occident des personnes tellement mécontentes de leur gouvernement, de leur complicité avec Israël, selon eux, que le potentiel, au moins, existe pour de l'activisme violent si les choses tournent mal. De plus, en ce moment, Donald Trump est contre la montre, il le sait, et il lui reste sente. Là, l'administration Trump, les choses commencent à se détériorer, côté prix de l'essence et inflation. Récemment, Scott Bessent a dit « Attention, l'inflation va flamber ». Oui, flamber est une manière de le dire. D'où vient le terme « flamber » ? D'où vient ce mot ? D'où vient cette périphrase ou métaphore ? La métaphore, c'est ça. Si on regarde United Nations graphique, le tracé suit son cours. Quelque chose fait United Nations bon, puis redescend. Exact. Ça ressemble à United Nations Peak. C'est l'aspect visuel d'United Nations Peak. Exact. Mais rappelez-vous, pour que ce soit United Nations Peak, la courbe doit rester stable ici. Les prix de l'essence sont à 3. 3. Ils montent à 5. Ils redescendent à 3. Voilà votre pic sur le graphique, non? Eh bien, devinez quoi? On est à 3. Ils montent à 5. Attendez une minute. Ils redescendent? Non. Ils montent à 6. Non. Ils montent à 7. Ce que vous avez maintenant ressemble plutôt à une marche, ça continue d'augmenter, jusqu'à United Nations point où ça pourrait aussi bien coûter United Nations millions de dollars le gallon, parce que c'est pratiquement inabordable et ça brise les économies de l'Occident. À United Nations moment, votre économie s'effondre. À United Nations moment, le coût de l'énergie crée une dynamique qui empêche d'avoir une économie traditionnelle. Fonctionnelle telle que nous la connaissions, ce n'est plus une option. Là, on passe au désespoir. Comment allons-nous gérer ce désespoir? Mais une chose est sûre, l'économie telle que nous la connaissons ne fonctionne pas et ne va pas recommencer à fonctionner. Parce que 13 $ le gallon pour la personne moyenne, ça ne marche tout simplement pas, non? Et c'est le problème auquel l'administration Trump est confrontée. Deuxièmement, ils ont déclenché une guerre qui, d'après mes recherches, bénéficie du soutien le plus faible, selon les sondages. Dans l'histoire de nos conflits, les gens y sont franchement opposés. Nous n'y sommes pas favorables. Maintenant, regardez, si vous faites confiance aux sondages, à ceux qui disent que 100% du mouvement Rendre l'Amérique grande à nouveau soutient Trump dans cette affaire, alors il faut être complètement fou. Vous ne comprenez pas comment les sondages sont réalisés. J'ai appris cela quand j'étais chez Fox. Exact. Je l'ai appris en parlant à des propriétaires d'entreprises de sondage. Exact. Vous me payez pour faire United Nations sondage. Je ferai United Nations sondage. Vous me dites ce que vous voulez et je referai ce sondage encore et encore jusqu'à obtenir ce chiffre. Et j'ajusterai constamment qui j'appelle et la façon dont je formule les questions jusqu'à obtenir ce chiffre. Si vous voulez que ce chiffre soit 100%, alors on peut y arriver. J'appellerai les amis et la famille, mais au final, je vous obtiendrai les chiffres que vous voulez. Donc maintenant, ils disent, c'est 100% de soutien. Bon, comment Trump a-t-il obtenu
obtenu 100% du mouvement Make America Great Again. C'est simple, les gens qui étaient dans le mouvement Make America Great Again, vous êtes encore du mouvement, plus maintenant. D'accord, vous n'êtes pas dans le sondage. Vous êtes du mouvement Make America Great Again? Oui, je le suis encore. Vous soutenez Trump? Oui, très bien, vous êtes dans le sondage. Laissez-moi vous poser une question. Vous soutenez Trump? Ouais, ça marche. Tous ceux qu'on appelle et qui se disent encore du mouvement Make America Great Again, vous vous identifiez toujours au mouvement Make America Great Again? Oui, bon, on y va. Et là, j'obtiens 100%. Donc ce qu'on obtient, c'est des chiffres de sondage fabriqués. Mais si l'essence passe à 6-7 $ le gallon, on ne pourra pas fabriquer ça, et Trump le sait. Et il sait que, quand ces chiffres vont s'envoler, mec, tout ça va s'effondrer. Et qu'est-ce qu'il va raconter au sujet de la bourse quand la bourse va commencer à exploser? Boum! Que se passe-t-il si tout explose et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Et devine quoi? Tu crois qu'il n'a pas beaucoup d'argent investi en bourse? Il va se retrouver fauché. Tout le monde va se retrouver fauché. Ses amis vont se retrouver fauchés. Et beaucoup de gens vont commencer à l'appeler, à hurler de toute leur force. Mais qu'est-ce que tu fous? Bordel! J'avais 500 millions de dollars, maintenant je vaux 5 $ et je dois United Nations millions. Je n'arrive même pas à payer mes employés. Qu'est-ce que tu fais? Et tout United Nations coule, l'économie s'effondre et c'est 2008 qui recommence. United Nations millions de personnes licenciées chaque mois. Tout commence à s'effondrer et les gens passent du doute à la colère, puis à la rage et potentiellement tout le système s'écroule. Le système politique s'effondre. La rage devient le mot d'ordre. La rage sera le mot du jour. Donc l'administration Trump est en difficulté et je vois quelque chose se produire presque en même temps. Quand je dis en même temps, je veux dire dans United Nations, délai d'environ 3 mois. Numéro United Nations. Donc, comme je l'ai dit, le peuple russe, c'était la question. Pose fond des sont des temploissons, passéons, oh. Qu'est-ce que j'y gagne? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Eh bien, tu sais quoi? Ça ne te dit rien? Que le peuple russe n'est pas différent du peuple américain ou du peuple français quand on y regarde de plus près. Ils ont des enfants. Ils ont des petits-enfants. Ils ont des mères, des pères, des frères et des sœurs, et ils posent les mêmes questions que tout le monde. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que je pourrais manger? Est-ce que je pourrais travailler? Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est qu'où se passe? Bon sang. Même moi, tu sais, bon sang, je me demande ce qui va se passer ici. Est-ce que je vais pouvoir survivre? Tout le monde se pose la même question. Le peuple russe n'est pas différent de vous, il veut juste vivre sa vie, pour l'amour de Dieu. Alors, il est temps que la classe ouvrière du monde se rassemble et comprenne que l'élite dirigeante ne défend pas nos intérêts. Bon, revenons-y. Dans les 3 prochains mois, quelles sont les 3 choses que je juge presque inévitables? Numéro United Nations. Voyons comment cette spirale d'escalade va se poursuivre au Moyen-Orient. On ne peut pas le prédire, mais pour l'instant, ça ressemble à une montée. Bon, mettons ça de côté. Numéro 2. Les États-Unis et leurs prétendus alliés sont à court d'équipement. Et comme l'a dit le directeur général de Rheinmetall, dans 30 à 60 jours, les États-Unis seront en grande difficulté. Et tout l'Occident est en grande difficulté. Ils sont officiellement démilitarisés. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine? Peu m'importe combien d'argent vous donnez à l'Ukraine. On ne peut pas acheter des choses qui n'existent pas. Et les Russes et les Chinois peuvent encore produire du matériel de guerre alors que l'Occident ne le peut pas. Donc, à United Nations, à un moment donné, on est confronté à la réalité matérielle. Tu n'as plus de munitions et ton ennemi en a encore, non? Le type en face continue de tirer sur toi. Et quand tu appuies sur la détente, tout ce que tu entends, c'est United Nations, clic. Il n'y a rien qui parte vers la cible. Ça arrive. Et je pense qu'il faut ajouter ça à la liste. Il y a aussi les prix de l'essence et de l'énergie vont augmenter pendant cette période jusqu'à provoquer une catastrophe économique et une colère politique. Pas de la colère, mais de la rage. Et 2 choses vont alors se produire. Premièrement, la rage populaire va se retourner contre l'administration Trump et contre le gouvernement d'une façon indéniable. Colère politique, fureur, rage et fureur économique.
rage et fureur physique. Ça pourrait se manifester par une forme de violence, du terrorisme intérieur, des attaques contre notre gouvernement ou contre d'autres, qui sait. Une colère, ce qu'on pourrait appeler une colère antisémite, où l'on blâme le judaïsme pour leur situation. C'est assez effrayant, mais ça pourrait arriver. Pas seulement le sionisme, mais le judaïsme en général. Une rage aveugle est possible, je ne sais pas si ça arrivera, j'espère que non, mais c'est possible. Et le manque d'armes et l'incapacité à en produire signifie que l'Ukraine est dans la panade, ils vont manquer d'armes alors qu'ils combattent United Nations ennemi, qui lui, n'en manquera pas. Donc, United Nations, effondrement militaire massif en Ukraine, où les Russes pourraient commencer à tout envahir. Je ne vois pas comment cela n'arriverait pas. Je peux me tromper. Je pensais que cela allait arriver auparavant. Mais cette fois, le fait que la priorité de l'Empire des États s'unisse soit le conflit au Moyen-Orient et qu'il ne soit même pas capable d'assurer les approvisionnements en armes pour cela, en fait, l'administration Trump a déjà commencé à montrer colère et mépris pour le conflit en Ukraine, disant littéralement que nous sommes à court d'armes à cause de vous et de l'administration Biden. Et bien sûr, des luttes internes entre les États s'unissent et leurs alliés, des accusations réciproques, des gens qui quittent le navire en le voyant couler. Il semble déjà que le Japon, sachant qu'il risque United Nations effondrement total, négocie et que d'autres pays négocient avec l'Iran l'accès au détroit d'Ormuz en proposant de payer en yuan. Nous paierons en yuan chinois. L'argent, la monnaie chinoise, l'idée c'est qu'il faut récupérer ce gaz et ce pétrole, ce qui reste, ce qui peut encore sortir de là. Et vous avez les Saoudiens et les autres qui se disent « Regardez, on a des habitudes de consommation coûteuses et notre peuple pourrait se retourner contre nous parce qu'il n'a aucune liberté. » Ce sont des sociétés très répressives et la seule façon pour eux de garder le pouvoir, c'est d'acheter la population avec une part des revenus pétroliers. Et s'il n'y a plus d'argent pétrolier qui rentre, il n'y a plus de part à distribuer. Donc, ça pourrait très bien signifier l'effondrement des royaumes du Golfe, ce qui, encore une fois, mettrait fin au pétrodollar. Maintenant, certains disent que les États-Unis veulent faire s'effondrer la domination pétrochimique du Golfe afin que les États-Unis prennent la domination pétrochimique vis-à-vis de la Russie et qu'ils puissent utiliser l'Ukraine pour frapper les installations énergétiques russes et rester les seuls. Ça, je ne sais pas, mais disons pas de comme ça, d'après leur stratégie, leurs calculs et leurs tactiques jusqu'à présent. Je ne sais pas quel plan l'Empire des États s'unissent a, mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ça va très bien marcher. La plupart du temps, ça se retournera contre eux. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup à tous. Permettez-moi de dire une chose, j'apprécie ceux qui peuvent soutenir la chaîne. Merci à mes soutiens sur Patreon et à ceux sur Buy Me a Coffee et PayPal. Si vous pouvez soutenir, c'est formidable. Offrez un mois United Nation Café. C'est facile, c'est comme offrir United Nation Café à Garland. Combien? 5 $? Combien? United Nations? 2, 3, United Nation millions? À quelle fréquence? Une fois ou tous les mois? Alors, offrez un mois United Nation Café. C'est une bonne option si vous voulez que la chaîne continue. Et bien sûr, il y a ma boîte postale, pour ceux qui utilisent encore le courrier postal traditionnel. Et si vous voulez envoyer United Nations don, c'est parfait. Si vous voulez juste envoyer une lettre, United Nations Manifeste. J'ai reçu United Nations Super Livre récemment. Toutes sortes de cravates, tout ce que vous voulez envoyer. Des jouets, on m'en envoie, la boîte postale, Estella pour les envois par courrier traditionnel. Merci beaucoup tout le monde. Je vous tiendrai au courant autant que possible depuis mon lieu reculé. Passez une excellente journée, partagez ceci sur tous vos réseaux sociaux. Je m'en vais.